Bonjour à tous du coup et bienvenue sur ce webinaire pour un peu verdir son porte-monnaie, avoir de l'impact positif avec son épargne. On est avec Gaël aujourd'hui qui est fondateur de Épinard. Bonjour Gaël. Bonjour Colline, merci de m'inviter. Un plaisir d'être ici. Donc, on va échanger pendant 1 heure sur l'impact de l'épargne et sur les solutions d'investissement et de placement qu'on peut avoir pour avoir des placements un peu plus responsables. Juste avant, je vais commencer par vous faire une petite présentation de FEV. Ça dure quelques minutes. Donc moi, je suis Colline, je suis responsable communication chez FEV. Euh, Ce qu'on fait, nous, chez FEV, en gros, on a un objectif, c'est de répondre à l'urgence du renouvellement des générations de l'agriculture. Alors, vous le savez peut-être ou peut-être pas, pour ceux qui sont le moins familiers avec la partie agriculture, il y a 40% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc, il y a une vraie urgence à les remplacer et à ce qui est de la transmission au niveau des fermes. Donc, nous, on va faciliter vraiment l'installation de la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices grâce à 2 leviers principaux. Une foncière solidaire qui va du coup apporter une solution de financement pour cette nouvelle génération. Cette solution de financement, elle est financée via de l'épargne citoyenne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le principal frein à l'installation, c'est le prix du foncier. Donc, les tailles de fermes ont grandi les dernières années, le prix des terres a augmenté, ce qui fait que du coup, on a un accès au foncier pour les agriculteurs qui est très élevé. Et donc, ils peinent à pouvoir s'installer. Donc, grâce à la foncière, en fait, on a des citoyens qui vont investir dans la terre agricole, qui est un actif du coup tangible et assez peu risqué. On pourra le voir par la suite. Et qui permet du coup de financer l'achat des fermes agricoles avec les agriculteurs pour faciliter leur installation. Ces jeunes agriculteurs, ils vont pouvoir du coup démarrer en location et avoir une option d'achat, donc pouvoir devenir propriétaires ensuite de leur ferme pour que ça fasse partie de leur patrimoine et de leur retraite. Donc en fait, on met cette épargne citoyenne au service de l'agriculture française et ça va être une agriculture qu'on va essayer du coup de faire amener vers une transition agroécologique, donc avoir des meilleures pratiques pour l'environnement et pour le vivant. Et donc, notre deuxième levier, c'est une plateforme digitale qui s'appelle Lagrange et qui est une plateforme dédiée à l'installation agricole où les porteurs de projets qui veulent s'installer vont retrouver des outils pour concrétiser leurs projets, pour dimensionner leur ferme, pour échanger avec d'autres agriculteurs, pour trouver aussi leur ferme idéale. Cette plateforme-là, nous, elle nous permet d'identifier des porteurs de projets qui veulent s'installer dans les 5 prochaines années. Certains veulent s'installer dès maintenant et d'autres ont besoin encore de réfléchir un petit peu à leur projet. Donc, on les accompagne un petit peu sur cette partie-là grâce à la plateforme. Voilà pour la petite présentation de FEV. Donc, n'hésitez pas à aller sur fev.co pour en savoir plus. Et de toute façon, on va en reparler un petit peu dans ce webinaire. Maintenant, je vais laisser la parole du coup à Gaël. Gaëlle, est-ce que du coup, tu pourrais peut-être commencer tout simplement par te présenter un petit peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Gaël Berthélémé. J'ai 30 ans. Je suis fondateur du coup de la newsletter Épinard, une newsletter qui vise à aider voilà, les particuliers à investir de manière un peu plus durable, plus responsable. Pour ma petite histoire, moi, du coup, je suis ingénieur de formation. J'ai fait après du conseil dans le milieu dans le secteur de l'énergie pendant 6 ans. Donc, je suis pas du tout issu du monde de la finance. Par contre, je me suis intéressé très tôt voilà, aux finances personnelles, comment placer son argent. Sûrement comme d'autres ici, j'ai pris une petite gifle climatique par Jean-Marc Jancovici lors d'une de ses conférences. Et en sortant du coup de ces conférences, enfin, un peu après, je me suis posé la question, mais du coup, comment est-ce que je peux faire avancer la transition écologique avec mon épargne? Et c'est de là qu'est un peu né du coup le projet d'Épinard dans lequel je vais analyser voilà, certains placements, essayer de comprendre est-ce que des placements ont un impact positif sur l'environnement ou pas, et comment est-ce qu'on peut accélérer tout ça. Ok, Voilà un peu. super, merci. Et alors, peut-être avant, je précise quand même une notion qui a son importance. Mais voilà, moi, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Donc, je ne peux pas faire de conseils personnalisés aux gens, en tout cas pas encore.
Par contre, ce que je fais dans ma newsletter, c'est que j'analyse, je décortique voilà, des placements, comme le pourrait faire un journaliste économique. Et puis, de temps en temps, je donne également mon avis voilà, sur certains placements, qui reste un avis toujours subjectif, évidemment. Ok, précision importante du coup. Merci Gaël. En fait, on va reprendre par la base. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un placement financier et à partir de quand on dit que le placement financier peut être responsable? Oui, bien sûr. Alors, un placement financier, généralement, on définit ça un peu comme utiliser son argent dans le cadre d'une opération financière. Et généralement, quand on dit opération financière, c'est que derrière, à la fin, on attend un gain financier. C'est pour ça qu'on parle de placement financier. Alors, c'est très, très vaste, hein, un placement financier. Ça recouvre, pour donner quelques exemples, voilà, du livret A jusqu'à des produits dérivés. Donc, c'est très varié à la fois en termes de type de placement, de ce qu'on va appeler le sous-jacent, sur quoi est-ce qu'on va investir in fine, et en termes de risque. Voilà, ça va de quelque chose qui est garanti à quelque chose qui peut nous faire perdre plus que le capital qu'on a investi. Voilà, donc c'est très, très variable, un placement financier. Et puis, du coup, pour venir sur la partie placement financier responsable, donc on considère qu'un placement est responsable qu'on va prendre en plus des critères financiers usuels, donc qui peut être voilà, le rendement, ce qu'on va appeler enfin, couramment le retour sur investissement. On va prendre donc, en plus de ça des critères extra-financiers. Généralement, ils sont au nombre de trois. Ils sont très connus pour ceux qui traînent un peu dans le milieu. On les appelle les critères ESG pour critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, pour donner peut-être quelques exemples pour que ça parle un peu plus aux gens autour de la table aujourd'hui, les critères environnementaux, généralement, on va regarder typiquement voilà, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation énergétique, la gestion des déchets, ce genre de choses. Sur la partie critères sociaux, on va regarder plutôt pour une entreprise, par exemple, sur les politiques de management, est-ce qu'elle respecte la parité, comment est-ce qu'elle intègre les personnes en situation de handicap, etc. Et puis pour le critère de gouvernance, cette fois-ci, on va plutôt regarder les aspects de transparence, la lutte contre la corruption, la relation entre typiquement l'équipe dirigeante et les actionnaires de l'entreprise, ce genre de choses. Voilà un peu donc les trois critères. Donc on dit quand on parle de placement financier responsable, ça veut dire qu'on prend en compte euh, un ou plusieurs de ces critères ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance. Voilà. Ok. Super, donc c'est assez clair. Moi, c'est vrai que j'avais du mal un petit peu avec ce critère ESG, pardon. Je sais que des fois, on peut mettre plusieurs choses dedans. Et c'est pas forcément toujours évident de savoir que c'est vraiment vert, un placement vert et éthique, même avec ce critère ESG. Est-ce que aujourd'hui, tu as des solutions pour identifier des bons placements avec un impact positif et des astuces pour justement être sûr que ce soit un bon placement? Ouais, alors en fait, là-dessus, alors il y a plusieurs choses à décortiquer dans ce que tu as dit. Il y a effectivement les placements verts. En fait, un placement responsable n'est pas forcément un placement vert. En fait, quand on va parler de placement responsable, généralement, ça va être des placements qui prennent justement un ou plusieurs des trois critères, mais Mm. pas spécifiquement le critère environnemental. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. J'ai mis du temps à le comprendre au départ, pour moi. Ok. C'est qu'effectivement, quand on va parler de ESG ou d'investissement responsable, ce n'est pas forcément des placements qui sont verts. Oui. Les placements qui sont verts, ils prennent du coup généralement uniquement le critère environnemental, ou en tout cas, c'est un critère qui devient prépondérant dans la sélection du placement. Alors, c'est peut-être un peu incantatoire quand je le dis, mais pour vous donner un peu des exemples qui parlent un peu à tout le monde, si vous voulez regarder les investissements en bourse, on va du coup sélectionner des entreprises. Si on sélectionne des entreprises sur la base des trois critères ESG, on peut sélectionner des entreprises qui vont être très bonnes sur le S et le G, mais pas forcément très bonnes sur le E. Et donc, Ok. c'est là où généralement arrive le fameux greenwashing, où on se dit, attendez, c'est pas possible, moi je veux investir avec des critères ESG, c'est pas possible que telle entreprise elle soit sélectionnée parce qu'ils sont très mauvais d'un point de vue environnemental. Oui, mais en fait, ils ont peut-être des très bonnes notes sur le S et le G, donc sur les aspects sociaux et de gouvernance, et donc c'est pour ça qu'ils peuvent être sélectionnés. Donc, quand on veut choisir les bons placements, je pense qu'une première démarche, c'est de s'interroger soi-même sur qu'est-ce qu'on définit comme un bon placement. Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit très très bon d'un point de vue environnemental? Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit très bon d'un point de vue social ou autre? Et donc, se fixer un peu ces critères-là et puis après, du coup, aller voir quels placements correspondent à nos critères. Voilà, il y a un peu un double travail à mener. Euh,
Ok, mais c'est Et super après, important du coup parce que ouais, justement, enfin moi par exemple, c'est vrai que c'est plutôt le côté environnemental que je regardais en premier, mais effectivement, si on veut un placement qui est responsable sans qu'il soit forcément avec un objectif environnemental, c'est très important du coup de pouvoir regarder ça. exactement. Mais je suis un peu dans la même démarche. Voilà, moi aussi, Epinard est basé là-dessus. C'est à la base, moi je cherche des critères voilà, qui sont des placements qui sont plutôt liés à la transition environnementale. Et donc, typiquement, les placements qui sont dits comme ESG, généralement, ils ne vont pas me convenir à moi parce que j'ai des critères assez poussés d'un point de vue environnemental. Et donc, du coup, les simples critères extra-financiers ESG ne sont pas suffisants pour comment dire, pour que moi, je puisse prendre une décision d'investissement. Parce que du coup, sur le critère ESG, est-ce qu'on peut savoir le niveau de E, le niveau de S et le niveau de G? Alors, généralement, oui, les sociétés de gestion qui proposent des placements, elles sont obligées de publier leurs grilles d'évaluation, donc sur les trois critères, ou en tout cas de donner une thèse d'investissement sur pourquoi ils justifient que ce placement est ESG. Et donc, ils vont expliciter quels sont les critères qu'ils prennent, quels sont les choix ou quels sont les objectifs qu'ils suivent avec l'investissement, le véhicule d'investissement. Et c'est là où on va pouvoir se rendre compte un peu comment est-ce que euh, ce- cet investissement est OK avec nos valeurs ou pas, avec nos conditions. Ok. Ok, bah du coup c'est beaucoup plus clair pour moi. Merci, j'apprends des choses aujourd'hui, je suis contente. Est-ce que tu pourrais nous donner des types de placements ou des catégories de placements à impact positif qu'on peut retrouver et peut-être genre savoir en fonction du risque ou s'ils sont accessibles, en fonction des montants qu'on peut mettre aussi. Ouais, Bon, c'est alors, assez vaste, hein? ouais, c'est assez vaste. Mais ce qu'il faut retenir, je pense que un des messages clés qui peut être intéressant de retenir aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il est aujourd'hui des placements à impact, il en existe beaucoup, sur beaucoup de thématiques différentes, que ce soit l'environnement, que ce soit l'agriculture durable, que ce soit l'eau, que ce soit tout un tas de sujets, la biodiversité, etc. Ils prennent des formes qui sont très différentes et ils ont effectivement, comme tu disais, des risques qui sont très différents. Ça peut être des choses qui sont quasiment garanties, il y a des choses qui sont extrêmement risquées. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un investisseur qui veut se construire un portefeuille d'investissement responsable, il en existe toute une panoplie. Maintenant, le plus dur après, c'est de faire le choix parmi cette panoplie des investissements qui correspondent à nos valeurs et qui correspondent à notre profil de risque, etc. Euh, et donc, pour ça, il y a peut-être plusieurs outils. On peut peut-être en parler maintenant, mais il y a le premier des outils, c'est les labels. Je ne sais pas si tu veux qu'on creuse ça tout de suite. Oui, oui, bah du coup, oui, nous chez FEV, on est labellisé avec Finansol, justement, qui est un des plus connus, qui existe depuis pas mal d'années. Ouais, voilà, bah, typiquement, il y a trois labels en France sur la finance responsable. Il y a le label ISR pour investissement socialement responsable, et Mhm. donc qui, lui, se base sur les trois critères que je nommais extra-financiers, donc environnementaux, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Euh, et donc là-dessus, c'est typiquement le label le plus flexible, puisque la société de gestion va définir sa grille, comme je le disais, et puis donner un peu des pondérations comme elle le souhaite aux trois critères ESG. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des entreprises qui sont pas forcément très performantes d'un point de vue environnemental, mais qui doivent être bons sur les critères sociaux et gouvernementaux. Donc ça, c'est le label ISR qui prend les trois critères. Après, on a le label du coup Finansol, lui qui est et tu pourrais peut-être en donner quelques explications dessus, sur le label du coup de la finance solidaire. Donc là, on va investir dans des entreprises qui ont qui sont un impact social, un impact, une utilité sociale. Donc c'est souvent les entreprises dans lesquelles on investit, elles sont labellisées. Alors c'est ESUS et si je dis pas de bêtises, c'est entreprise euh, solidaire d'utilité sociale. Oui, c'est ça. C'est ça. À chaque fois, je le saute celui-là, mais bon, c'est bon. Donc, en fait, c'est voilà, des entreprises comme FED, typiquement, qui ont un impact concret sur le terrain. Ou alors, une partie de la performance financière doit être reversée à des associations. Mm. Donc, ça, c'est le label Finance-Sol. Et puis, le troisième label qui existe en France, qui est le plus commun, c'est le label Greenfin, qui, lui, est un vrai label environnemental, c'est-à-dire qu'il c'est le seul label en France avec comme unique critère l'environnement qui impose du coup d'investir dans certains types d'activités qui sont appelées des éco-activités. Donc, ça va être lié à la transition énergétique, le transport bas carbone, la gestion des déchets, etc.
et qui, en plus, a des critères d'exclusion. C'est-à-dire qu'on exclut les énergies fossiles et la filière nucléaire notamment, plus tout un tas d'autres activités qui sont considérées comme néfastes, ce que n'a pas les autres critères, les autres labels, pardon. Donc typiquement, Ok. ISR, il n'y a pas de label ISR, il n'y a pas d'exclusion, alors que Greenfin, il y a des exclusions. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas vous retrouver avec une entreprise voilà, qui travaille dans les énergies fossiles dans quelque chose qui est labellisé Greenfin. Voilà un peu Ok. les 3 labels. Donc, pour résumer, on va dire ISR, finance responsable le plus flexible, Greenfin, finance environnementale et avec des forts critères d'exclusion, et Finansol, label de la finance solidaire, avec plutôt une utilité, une vocation sociale solidaire. Ouais, super bien résumé. Du coup, nous, on avait écrit un guide justement pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur ça. Je l'ai mis dans le chat. Top. Effectivement, nous, sur Finansol, c'est un label qui existe depuis quand même assez longtemps et qui a des critères assez exigeants. Donc, je vous ai mis aussi le lien pour aller voir la page des différents critères que ça regroupe. Tout à fait. Ok, donc ça, c'est le label. Déjà, c'est un premier pas pour identifier des bons placements responsables, on va dire, en fonction de s'ils sont plus ou moins exigeants, justement, ou pas. C'est ça. En fait, je pense que la bonne pratique, généralement, c'est d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce que le label représente. Mais c'est un peu la même manière, pour ceux qui, on est tous consommateurs, on va tous faire nos courses, on a tous l'habitude de voir des labels sur les produits, on a le label rouge, label AB pour agriculture biologique, etc. Une fois qu'on connaît un peu le contenu du label ou les règles pour obtenir le label, on sait si tel produit ou tel produit correspond plus ou moins bien à nos valeurs et à ce qu'on veut défendre. Et donc, voilà, je pense que c'est un premier pas, effectivement, pour ceux qui veulent aller vers de la finance responsable, c'est de connaître un peu les labels, connaître les critères qui y sont associés, et puis après, voilà, savoir si ça vous correspond ou pas en termes de valeur de ce qui est défendu derrière. Ok, c'est Euh, très clair. Mm. et derrière, tu me posais la question, je crois, ce qui était accessible, les tickets d'entrée, Oui. etc., en termes de placement. Alors là-dessus, je vais faire un peu une réponse de Normand, même si je suis breton. Euh, c'est que, alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup, enfin, tout n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup, à mon sens, beaucoup de placements qui sont réservés plutôt à des grandes fortunes, avec des tickets d'entrée qui sont assez élevés. On parle de dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros, sur tout ce qui est projet, notamment d'infrastructures pour la transition énergétique ou certains grands projets de rénovation immobilier euh, qui ont un impact fort, mais qui sont réservés du coup on va dire, des grandes fortunes. Par contre, deuxième bonne nouvelle, ça c'est quelque chose que je constate depuis 2-3 ans et qui n'existait pas quand moi j'ai fait mes premières recherches, c'est qu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'entreprises qui se lancent pour justement démocratiser certains placements et rendre accessibles euh, aux particuliers, ou en tout cas des placements qui avant ne l'étaient pas, et des placements à impact. Ou des entreprises qui se lancent, comme FEB typiquement, euh, avec une volonté d'impact positive et qui ouvrent aux particuliers des possibilités d'investissement. Oui, oui, parce que du coup, nous, ça fait partie pourquoi j'ai posé cette question. Nous, on a un ticket d'entrée qui est à 500 euros, donc Mm, ça reste quand même une somme pour pas mal de personnes. Je sais que sur des plateformes d'investissement comme l'ITA, ça peut être à partir de 100 euros. Sur du mm, crowdfunding, c'est à partir de 1 euro. mm. Donc, il peut y avoir différents placements aussi en fonction de son argent, quoi. Ouais, tout à fait. Généralement, en fait, le ticket d'entrée, il va être en fonction du type de placement qui est choisi. Voilà, typiquement, un livret, ça peut s'ouvrir avec quelques dizaines d'euros. Aller sur du financement participatif, ça commence pareil, soit à l'euro, soit à quelques dizaines d'euros. Mm. Et généralement, on va rarement dépasser la centaine. Si vous allez plutôt sur des produits qui sont dans l'immobilier, là, on va vite quand même avoir des paliers d'entrée à quelques milliers d'euros, en tout cas pour les premiers investissements. Et après, si vous voulez aller faire des choses beaucoup plus complexes, comme aller investir dans des entreprises non cotées en dehors du financement participatif, on est un peu comme un business angel ou ce genre de choses, là, ça va être effectivement des tickets d'entrée qui sont un peu plus élevés et on parle de milliers ou dizaines de milliers d'euros. Ouais, tout à fait. Ok. Ça dépend un peu voilà, de chacun. Alors, je connais pas forcément les personnes qui sont dans notre audience, mais est-ce que on peut, en termes d'accessibilité aussi, il y a le fait de pouvoir le faire seul ou de pouvoir soit le faire via une plateforme, soit le faire directement sur le site comme c'est possible chez FEV, Mmh. ou de le faire accompagné par exemple par un CGP. Alors, tu as précisé tout à l'heure que toi, tu n'étais pas CGP, mais Ouais, alors les CGP, c'est conseillers en gestion de patrimoine. ouais. Peut-être rappeler leur rôle aussi. Ouais, bien sûr. En gros, alors du coup,
Ouais, on va rappeler le rôle du CGP et puis après je reviendrai sur ta question justement de comment est-ce qu'on peut souscrire. Donc en fait, un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller en investissement financier, alors il en existe plusieurs types. Ça va du conseiller bancaire que vous avez dans votre agence bancaire classique à des conseillers qui sont indépendants, c'est-à-dire qui ne réellement indépendants, c'est-à-dire qui ne touchent aucune rétrocommission, qui sont uniquement payés au forfait, c'est-à-dire que vous payez d'être avant de réaliser les différents investissements. Et en gros, leur rôle, c'est vraiment de vous aider à structurer votre patrimoine, vos investissements, de dire, bah voilà, si on se projette avec vos objectifs long terme de la retraite, ça peut être la retraite, ça peut être les études des enfants, etc. Voilà les types de placements qui correspondent à vos envies, à votre profil de risque, à ce que vous êtes prêt à investir de manière ponctuelle ou récurrente. Voilà, c'est un peu leur rôle de vous guider dans ce monde-là de l'investissement et ils vous permettent également d'accéder à certains placements qui sont généralement pas accessibles pour les particuliers, dans le sens où ils font l'intermédiaire entre la société de gestion et vous. Maintenant, il y a de plus en plus de choses pour te répondre, Colline, sur la question qu'est-ce qui est accessible ou pas. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a 70% des placements qui sont accessibles directement par les particuliers sur des sites en ligne. Les souscriptions en ligne se font de plus en plus, se déploient de manière de plus en plus massive. Il reste encore un peu dans l'immobilier, notamment dans, je pense, au SCPI, donc ce qu'on appelle la pierre papier, qui est encore difficilement accessible pour les particuliers sans passer par un intermédiaire. Mais sinon, pour la plupart des placements, ça peut se faire directement en ligne. Ça se fait assez bien d'ailleurs. Ok. Donc, tout à l'heure, j'ai posé la question, mais on est passé un peu au travers sur les différents types de placements qu'il peut y avoir. Est-ce que tu peux en Ouais, citer quelques-uns les types de placements. Alors, est-ce que je parle uniquement des placements à impact positif ou tout type de placement? Bah, plutôt un impact positif puisqu'on veut mettre du vert, mais ouais, parce que sinon Allez. on n'a pas fini, je crois. Ouais, la liste est longue. Non, effectivement, dans les placements à impact positif, qu'est-ce que je peux citer? Je peux en citer de tout type, mais on va prendre un peu l'échelle, si tu veux, qu'on évoquait avant de lancer le webinaire, mais on peut commencer par, en fait, aujourd'hui, rien que déjà, si on peut commencer par les livrets, c'est-à-dire quand on construit son patrimoine, on va commencer par se faire une petite enveloppe qu'on appelle enveloppe de sécurité. Et donc là-dessus, on peut aller chercher des livrets bancaires, donc qui sont garantis. Vous avez un rendement qui est généralement assez peu élevé, mais vous avez un risque du coup qui est quasiment nul. Euh, et donc là-dessus, vous avez des livrets, donc typiquement le plus connu d'un point de vue impact, c'est celui de la banque, la nef. Et pourquoi il est connu? Parce qu'il est 100% transparent, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, la nef vous envoie tous les projets qui ont été financés grâce à votre épargne. Après, vous avez aussi dans chaque agence bancaire, vous avez le livret de développement durable et solidaire, mais il n'y a qu'une seule partie des fonds qui est investie réellement dans la transition écologique, réellement dans l'investissement solidaire. Donc, il est un peu moins Ouais, dirigé, on va dire. et puis c'est surtout qu'on n'a pas trop la visibilité, j'ai l'impression, sur le livret développement durable, sur ce qu'on a vraiment financé avec, quoi. Exactement, il n'y a pas de transparence, tout est très flou sur ce qui est financé ou Ça pas. dépend des banques, mais effectivement, en général, c'est assez compliqué. Voilà. Et puis après, donc ça, on va dire, c'est un peu la base, le livret bancaire. Après, si on monte, vous avez des assurances vie maintenant responsables, donc avec une partie en obligation et une partie en action. Donc, c'est des niveaux de risque qui vont de faibles à très élevés en fonction voilà, de votre profil d'investisseur. Et donc, il y en a quelques-unes qui se lancent justement en sélectionnant des fonds labellisés, donc Greenfin, ISR, etc. Et donc, vous allez investir dans des sociétés qui sont, on va dire, qui travaillent dans les secteurs de la transition écologique. L'impact, on va pas se le cacher, il ne sera pas monstrueux. C'est-à-dire que en mettant votre argent dans ces solutions-là, vous n'allez pas changer le monde du jour au lendemain. Mais voilà, c'est une manière de déjà se désinvestir des énergies fossiles et puis d'aller plutôt sur des entreprises qui sont vertueuses. Puis après, si on monte encore dans l'échelle de risque, vous allez pouvoir investir en bourse. Et là, à vous de sélectionner les entreprises qui correspondent à vos valeurs, donc soit via des labels, soit en allant directement faire votre recherche et sélectionner des entreprises. Et puis, on peut encore aller un cran plus loin, c'est-à-dire sortir de la bourse qui est un univers coté,
aller dans le non-coté, c'est-à-dire aller directement investir dans les entreprises, donc que les entreprises dans lesquelles vous allez investir puissent utiliser directement votre argent, et l'argent va arriver directement dans leur caisse, donc ils vont pouvoir se développer. Et ça, c'est ce qu'on appelle typiquement le financement participatif. Et alors, parce que Colline me posait la question en avance de phase, alors j'y réponds. Effectivement, le financement participatif, c'est quelque chose qui est très risqué. Vous avez des rendements sur investissement qui peuvent être intéressants, mais ça ne se fait pas sans risque. L'avantage de financement participatif, c'est que vous connaissez très bien l'entreprise, vous investissez entreprise par entreprise, vous connaissez le projet, vous connaissez quel est leur modèle, comment ils vont avoir de l'impact, etc. Typiquement, pour donner un exemple, je parlais dans une de mes dernières newsletters d'une entreprise qui s'appelle Le Fourgon, qui remet un peu en place la consigne pour les bouteilles de lait, les bouteilles de jus de fruits, etc. Et donc, qui propose des livraisons dans différentes villes. Aujourd'hui, voilà, ils ont besoin d'argent pour continuer à se développer, aller encore plus loin avec ce modèle de la consigne, et donc ils font appel à du financement participatif. Ça, c'est une opération qui est en cours en ce moment. Oui. Et oui, Voilà. du coup, sur le financement participatif, on ne parle pas forcément effectivement de dons, mais plutôt de prêts ou d'investissements, comme ça peut être le cas sur Mimosa ou sur Lita, qui sont des plateformes Exactement. d'investissement. Ouais, voilà, Et, exactement. Donc en fait, c'est pas un don, c'est pas non plus un don comme contrepartie, comme ça se faisait beaucoup il y a quelques années ouais. sur les plateformes de financement participatif. C'est vraiment, voilà, l'entreprise émet donc des obligations, des actions. Vous devenez investisseur de cette entreprise-là et elle vous, en contrepartie, elle vous donne un rendement financier donc qui est défini au moment de la campagne. Ouais. Alors, on y reviendra peut-être après parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur Fev, comment ça marche, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas, qui viennent de ton Ouais. réseau. Mais chez Fev, on ne fait pas financement participatif puisque les personnes ne vont pas investir directement dans un projet, mais vont investir dans la foncière qui est un pot commun, en gros, qui va financer plusieurs projets. Mais j'y reviendrai un petit peu après, mais juste pour faire Ouais. le distinguo sur ça. Ok, du coup, là, tu parlais de risque. Comment est-ce qu'on calcule entre rendement et risque? Est-ce que tu as des ordres de grandeur à donner sur les taux de rendement qu'on considère risqués ou pas? Ouais, effectivement. Ouais, alors du coup, la question du taux de rendement, c'est toujours quelque chose qui est très subjectif. Pourquoi je dis que c'est subjectif? Parce que chaque personne a un peu, mesure le risque qu'elle est prête à prendre. Et donc, mesure surtout, quand on dit le risque qu'elle est prête à prendre, c'est est-ce qu'elle est prête à perdre de l'argent ou pas dans son investissement? Est-ce qu'elle veut non absolument de garantir son capital, donc l'argent qu'elle a déjà gagné, etc., etc. Et donc, en fait, typiquement, un, un taux de rendement faible, normalement, est associé à un risque faible. Alors, c'est quoi faible? Combien Faible. c'est Et alors, faible? voilà, typiquement, aujourd'hui, en fait, ce qui est généralement utilisé pour savoir si un investissement a un risque faible ou pas, c'est le taux du livret A. Pourquoi le livret A? Parce que c'est un taux qui est garanti par l'État, le capital est garanti par l'État, donc vous ne pouvez jamais perdre d'argent en investissant sur le livret A. Je dis jamais, mais il y a une seule, je ne vais pas rentrer en détail, il y a un critère qui fait qu'on peut perdre de l'argent, c'est si jamais il y a une faillite bancaire complète, mais bon, on va éviter ce scénario-là. Donc, normalement, le livret A, il est garanti par l'État, vous ne pouvez pas perdre d'argent, et donc aujourd'hui, son rendement, il est de 3%. Ok. Il y a quelques mois, il était encore de 0,5. Donc, on considérait que tous les placements qui étaient en dessous de 0,5 étaient voilà, quasiment un risque nul. Maintenant, il a 3%. Donc, en fait, on considère qu'un risque faible, c'est un risque de 3%. Ok. Dès que vous êtes au-dessus de 3%, c'est-à-dire que vous prenez des risques, généralement des risques de perte en capital, etc., à savoir qu'aujourd'hui, l'inflation est à 5-6%. Donc, certains vont vouloir battre l'inflation, donc prendre plus de risques pour avoir un rendement supérieur à l'inflation. Donc, on va aller chercher des rendements à 7, 8, 9, 10%, qui là sont des rendements élevés, mais qui présentent aussi des risques élevés. Donc, typiquement, sur certaines campagnes de financement participatif, vous allez voir des rendements à 9, 8%. Il faut bien prendre en tête que ce rendement-là, il ne se fait pas sans risque. Il n'y a vraiment jamais de rendement sans prendre des risques financiers. Ok, d'accord. Donc, en gros, si je veux pas trop prendre de risques, je reste entre 3 et 5, on va dire. Et Voilà, voilà, si je veux vraiment avoir un rendement important mais potentiellement perdre ma mise, c'est au-delà de 5, quoi. exactement.
En tout Ok. cas, sachez que si on vous propose un rendement qui est au-dessus de 5%, il ne se fait pas sans risque. Si on vous dit il y a un rendement au-dessus de 5% et c'est garanti, il n'y a pas de risque, etc., ça n'existe pas. Il y a forcément un loup quelque part. Ok. Il y a forcément un risque quelque part qui existe. Ok, du coup, sur ce rendement, alors nous, je sais qu'on a la déduction d'impôt, donc on a un rendement à peu près à 2-3%, mais on a la déduction d'impôt au départ, qui fait que le rendement augmente. Donc ça, il faut en tenir compte pour le calcul du rendement aussi. Exactement. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on calcule un rendement, du coup, un rendement financier? Généralement, on prend, c'est une formule assez simple, hein, c'est valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale, le tout multiplié par 100. Donc, en fait, comment est-ce qu'on calcule la valeur finale? Eh bien, on va calculer effectivement, typiquement, le prix auquel on va revendre notre investissement si on le revend. Ok, Est-ce qu'on a gagné de l'argent entre-temps? Ça peut être sous la forme de dividendes, de loyers, d'éléments qui nous ont été versés tout au long de la détention de ce placement-là. Et puis, ok, effectivement, il y a aussi, tu le mentionnais à juste titre, d'éventuelles ristournes fiscales qu'on a pu obtenir. Typiquement, un placement chez FEV ou dans d'autres foncières solidaires, on a une déduction de 25% en ce moment, si je ne dis pas de bêtises, oui, sur l'impôt sur le revenu. Donc ça va prendre en compte dans le rendement. Donc si on veut calculer le rendement, on prend du coup la valeur de la part au moment où on la vend, les dividendes ou les loyers, la déduction d'impôt, on ajoute tout ça, auquel on va soustraire le prix qu'on a payé au départ, divisé par le prix qu'on a payé au départ, multiplié par 100, et on obtient notre rendement. ok. Voilà pour les petits cours de maths. Ouais, peut-être qu'il faudra remettre le calcul, on le Je remettra le dans le remettrai, mail. ouais, je le remettrai dans le mail ou je le mettrai dans le chat tout à l'heure. Nous, on a un petit outil pour le simuler le rendement, justement, parce que effectivement, c'était plus facile d'intégrer comme ça la déduction d'impôt, qui n'est pas forcément évidente. Cette déduction d'impôt, nous, elle vient parce qu'on a l'agrément ESUS, justement, dont tu as parlé Exactement. tout à l'heure, entreprise à mission. Et donc, il y en a quand même beaucoup qui l'ont, notamment au niveau des foncières. Et c'est aussi la différence avec le financement participatif, où du coup, c'est intéressant de passer par une foncière, par exemple parce que du coup, on va avoir cette déduction d'impôt qu'on n'aurait pas forcément en investissant sur un projet en direct, sauf s'il a l'agrément aussi. Exactement. Euh, et du coup, alors on parle d'investissement un peu éthique. Moi, j'avais tendance à me dire que des fois, peut-être les placements éthiques pourraient avoir un moins bon rendement. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est pas forcément toujours vrai? Est-ce que c'est une fausse idée de se dire que parce que c'est éthique, il y a un moins bon rendement ou pas? Alors là-dessus, pareil, il y a différentes manières de voir les choses. Alors, deuxième ou troisième leçon, je n'ai pas compté à combien de leçons je suis, mais il existe des placements responsables ou à impact positif qui présentent des rendements intéressants, voire très intéressants. Ok, Euh, Soit parce que, comme tu l'as mentionné, il y a des déductions fiscales, et donc ça peut être très intéressant pour ceux qui payent des impôts, soit parce que intrinsèquement, là, le placement génère des rendements financiers qui sont intéressants. Je vais en citer quelques-uns peut-être pour illustrer. Euh, Aujourd'hui, typiquement, si on prend un exemple dans un sujet qui est important, qui est la rénovation des logements. En France, on a un problème si on regarde globalement la transition écologique, on a un problème de rénovation de nos logements, c'est-à-dire que nos logements sont de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup d'énergie et du coup, on chauffe énormément nos logements pour une performance qui est très mauvaise. oui. Il y a aujourd'hui des entreprises qui s'attaquent à ce sujet-là en achetant du coup des passoires thermiques, en les rénovant et en les remettant en location. Ok, Typiquement, il y a une SCPI, donc une société civile de placement immobilier, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon la pierre papier, euh, qui utilise ce modèle-là. Et donc, si vous investissez dans cette SCPI, vous avez un rendement aujourd'hui qui tourne autour de 5% annuel. Donc, ce n'est ok, pas un rendement négligeable. Vous êtes au-dessus du livret A, etc. oui. Oui, il y a des risques parce que c'est quand même de l'immobilier. Il peut y avoir de la vacance locative, le prix de l'immobilier peut baisser, etc. Mais ils ont un réel impact positif. Ils rénovent. Si j'ai de mémoire, et depuis qu'ils se sont lancés, en quelques années, ils ont rénové plus de 1000 logements. Ok. Donc, c'est quand même, voilà. Et à chaque fois, c'est des rénovations énergétiques complètes. Donc, double vitrage, etc. Mise en place de pompes à chaleur, enfin, vraiment, isolation des combles, etc., etc. C'est vraiment des gros travaux qui sont menés. Donc, c'est un impact positif et c'est un beau rendement. De Ok, la même manière, tout à l'heure, je citais typiquement le fourgon. oui. Vous participez en fait au développement d'entreprises qui ont un modèle positif
et qui proposent du coup des rendements financiers qui sont aussi très attractifs. Voilà un peu pour… Donc, c'est un peu une fausse idée qu'un placement éthique a un mauvais rendement. Oui, Par donc contre, aujourd'hui, on peut vraiment allier le rendement avec la partie voilà, éthique, quoi. on peut allier le rendement avec la partie éthique. Je mets un bémol près quand même, pour pas être que positif là-dessus. Enfin, si on regarde une activité standard classique, deux entreprises qui ont une activité similaire, celle qui va faire des efforts, on va dire, pour l'environnement, généralement sera moins rentable. Là où vous allez avoir des beaux, comment dire, typiquement une société qui voudrait acheter des logements sans faire de rénovation et juste faire un peu un vendeur de sommeil serait beaucoup plus rentable qu'une société qui va faire de la rénovation énergétique. Voilà, donc une entreprise qui paye ses externalités, je ne sais pas si ça parle aux gens, je ne sais pas si ça te parle, Colline. Pas tout à fait. Non, ok, bon. En gros, je vais prendre un exemple pour essayer d'illustrer, et j'espère que ça va illustrer ma pensée. En gros, typiquement, une activité minière, une personne qui va faire une mine pour extraire des métaux dont on a besoin pour la transition écologique, entre une entreprise qui va mettre en place tout un système de protocoles pour éviter les fuites dans l'environnement, qui va retraiter ses eaux, etc., etc. En fait, elle va dépenser beaucoup plus d'argent et donc elle sera moins rentable qu'une entreprise qui fait les choses de manière non propre. C'est pour ça que c'est d'ici, en fait, c'est de là que vient cette idée-là que les rendements éthiques ou responsables sont moins performants que les rendements classiques. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des entreprises ne payent pas leur pollution, ne Ouais. payent pas les émissions qu'elles mettent dans l'atmosphère, etc., etc. Voilà, c'est de là Ok. que vient un peu cette Ouais, et idée puis reçue. c'est sûr que quand on est une entreprise éthique, on a tendance peut-être à bien payer ses salariés aussi. Et du coup, par exemple, Voilà, on va avoir un peu moins de marge sur certaines choses parce qu'on privilégie le fait de bien vivre en interne dans une entreprise, des choses comme ça, quoi. Mais voilà, c'est ça. au final, d'avoir des salariés heureux, déjà, des fois, ça peut aussi permettre la durabilité, moins dépenser sur le recrutement, des choses comme ça aussi. Donc, il y a peut-être des autres économies qu'on fait quand on est une entreprise éthique à d'autres endroits qui permettent aussi de garder un bon rendement, quoi. Exactement, exactement. Donc oui, il existe des rendements qui sont rentables et avec impact positif. Et voilà, et en fait, voilà, c'est ça. Juste, je m'arrête là. Point. Ok, d'accord, très bien. Du coup, nous, on en a parlé tout à l'heure un petit peu des foncières solidaires. Donc, nous, on est Mhm, une foncière solidaire agricole. mhm. Il en existe d'autres. Dans les types de placements, donc il y a de l'habitat, on a parlé un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de ce type de placement? Toi, tu as souvent parlé de FEV dans ton réseau et dans Mhm. des solutions que tu décryptes. Est-ce que tu peux Ouais, nous dire ce que tu en penses aujourd'hui? ouais. Alors peut-être je vais faire une petite ellipse, mais avant de rentrer dans le détail de pourquoi Fève, en fait, je me suis dit ce qui serait intéressant, c'est de repositionner un peu tout l'écosystème. En fait, aujourd'hui, si on regarde le problème climatique, de la transition de la transition écologique, on a quand même quelques sujets à régler. Euh, je relisais hier encore la synthèse du rapport du GIEC qui vient de sortir. Je vous conseille de la lire d'ailleurs. Lisez-la. Ouais, lisez-la. Pour ceux qui l'ont pas fait, ça fait 36 pages. Il y a des graphiques ça prend un peu de temps à lire parce que les graphiques, il y a beaucoup d'informations, etc. Bref, mais ils ont fait une évaluation dans cette synthèse des solutions à mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique à court terme et ses impacts. Euh, et là-dedans, il y a trois sujets, moi, qui m'ont marqué et qui ressortent. Le premier, c'est ils ont quantifié les petits gestes, ce qu'on appelle communément les petits gestes, c'est-à-dire changer son alimentation, réduire ses transports, éviter l'avion, etc., etc. Et ça aura un impact très fort sur les émissions de CO2. Et les deux autres sujets qui ressortent pour atténuer le réchauffement climatique, c'est le secteur des énergies. Et là-dessus, ils ont évalué que, en fait, les énergies renouvelables, que ce soit solaire et éolien, ont une carte à jouer à court terme qui est très importante. Et du coup, le troisième secteur qui ressort comme ça, c'est le secteur agricole. Mm. Et sur le secteur agricole, il y a deux choses à prendre en compte. Le premier, c'est l'arrêt de l'expansion humaine, on va dire, sur les milieux naturels. Et ça, à la limite, d'un point de vue investisseur, il n'y a pas grand-chose à faire. Mm. Le deuxième, qui sort tout de suite après, c'est la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Et ça, pour y arriver, aujourd'hui, une des meilleures solutions qu'on connaisse,
c'est ce qu'on appelle l'agroécologie que tu évoquais en intro. Et en fait, aujourd'hui, si on veut mettre en place des pratiques agroécologiques, moi, je ne suis pas agriculteur, en tout cas pas encore, peut-être un jour. Par contre, voilà, je suis investisseur. Et donc, j'ai deux solutions pour promouvoir un peu les pratiques agroécologiques. La première, on n'y pense pas assez souvent, mais c'est son panier de courses. C'est voilà, acheter des produits qui défendent nos valeurs et qui défendent les modèles qu'on veut voir demain. Et la deuxième, en tant qu'investisseur, moi, c'est les foncières solidaires. Aujourd'hui, si je veux promouvoir les pratiques agroécologiques, une des seules solutions que je connais, c'est effectivement les foncières solidaires. C'est-à-dire passer, par exemple, par FEV, mais il y en a d'autres aussi, pour devenir propriétaire de terres agricoles et aider des jeunes agriculteurs qui veulent mettre en place ces pratiques-là à s'installer. Donc, moi, j'en ai parlé plusieurs fois dans ma newsletter et sur les réseaux. Voilà, FEV, moi, je crois au modèle. Je crois au modèle et je pense que de toute façon, on n'y arrivera pas. Et le GIEC l'évalue aussi, on n'y arrivera pas si on met pas en place davantage de pratiques agroécologiques. Ok, bah, très bien. Écoute, merci pour d'avoir fait cette petite vue en arrière justement sur les problématiques. Nous, on sait que effectivement, en ayant le nez dedans, l'agriculture, c'est important, comme tu disais, sur plein d'aspects au niveau carbone, mais aussi là sur le renouvellement des générations dont je parlais au début, sur l'aspect tout simplement se nourrir français dans les prochaines années, ça va être un petit peu plus compliqué aussi. Donc manger français, c'est important, et soutenir l'agriculture biologique et de proximité aussi. Ok, on arrive un petit peu au terme de notre déroulé à nous. On a eu plusieurs questions, donc je vais essayer de les reprendre dans l'ordre peut-être où elles sont arrivées. Alors, est-ce que vous pourriez un peu plus parler des placements faibles, les rendements, la durée visée, la fiscalité et marché secondaire? Oui, alors donc le placement, on en a un petit peu parlé, donc vous pouvez le faire en ligne, c'est à partir de 500 euros. Donc c'est un placement qui est plutôt moyen-long terme, puisque donc vous allez bénéficier d'une déduction fiscale de 25% quand vous allez mettre votre argent. Donc par exemple, si vous mettez 1000 euros, vous avez 250 euros à déduire de vos impôts sur le revenu. Et donc c'est un placement un peu long terme parce que cette déduction, elle implique que vous le laissiez jusqu'à 7 ans. Vous pouvez éventuellement, si vous avez une problématique, récupérer cet argent, mais il faudra rembourser la déduction fiscale. Donc, c'est moins liquide qu'un livret, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Donc, en fait, vous allez acheter des parts de la foncière, et ces parts